Intervalle de fluctuation. Intervalle de fluctuation. Alors, pour introduire cette notion d'intervalle de fluctuation, fluctuation asymptotique, on dira plus tard, considérons le cas d'un sondage, un sondage en fait où il y a trois candidats, le candidat A, B et C. Les 10 premiers sondages pendant donc cette élection donnent les trois principaux donc candidats dans l'ordre suivant, donc A, B et C, gagnant. Donc c'était dans un lot de plusieurs candidats et on se rend bien compte que le soir du premier tour, les résultats du vote plaçaient finalement le candidat C avant donc le candidat B déjà et qualifier ce candidat pour le second tour avec le candidat A. Donc la première question, vous imaginez quand ça arrive dans un pays, c'est d'abord la surprise. On est très surpris et on s'interroge. Donc on se pose la question suivante, comment les sondages euh, avaient-ils pu se tromper à ce point? Donc c'est une interrogation partagée. Et plus tard, on comprendra, donc souvent c'est au printemps, comme aujourd'hui, il fait beau, on jouit de ce beau temps et on a plus d'inspiration. Dans les mêmes contextes, un sénateur auteur d'une proposition de loi sur l'encadrement de sondages va déclarer que ce qui a fait défaut, c'est l'absence de publication des marges d'erreur. Ces marges d'erreur qui n'étaient pas portées à la connaissance du public. On commençait donc à publier par certains instituts de sondage finalement ces marges d'erreur. Et ces marges vont être étudiées ici dans cette chapitre, dans ce chapitre concernant l'échantillonnage, l'intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance. Donc, sur l'intervalle de fluctuation, tel que nous l'avons dit ici, quels sont les critères d'évaluation? C'est souvent ça, ce qui intéresse en fait nos étudiants, c'est de savoir, c'est bien beau tout ce que vous êtes en train de nous dire, mais quand il y aura évaluation, qu'est-ce que je dois savoir? Eh bien, c'est une question intéressante, puisque on va nourrir en fait ce questionnement par quelques éléments. Alors, lesquels? Premièrement, on aura une activité pour définir et donner quelques propriétés sur l'intervalle de confiance, plutôt l'intervalle de fluctuation asymptotique, avec les hypothèses qu'il faudra respecter. On verra ensemble quand ces hypothèses ne sont pas respectées, qu'il faudra passer par d'autres types d'études ici. Et on va également vous montrer ici, donc par exemple un tableur Excel quand ça marche pas, quand ça ne marche pas, et nous verrons aussi ensemble ici que l'intervalle de fluctuation, la définition clé, c'est comme suit, donc IF, intervalle de fluctuation, F comme fluctuation, égale P, donc la proportion, moins ce coefficient-là, 1,96. On comprendra pourquoi c'est 1,96. Vous allez comprendre que c'est parce que c'est l'intervalle de fluctuation ici à 95%. Donc, ça va nous donner U alpha. U alpha, c'est cette quantité-là. Vous verrez dans quelle mesure et pourquoi. Et donc là, vous avez P multiplié par 1 moins P. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça, c'est la probabilité d'un événement. Et ça, c'est la probabilité de son contraire. Voilà. Donc, dans un schéma de Bernoulli, vous comprenez qu'il n'y a que deux issues possibles, oui et non, succès, échec. Donc, dans ce cas-là, on a ça. Et ici, on a donc notre échantillon, ici, tel que ça a été pris. Voilà. Et pour encadrer l'intervalle, on a P moins K, point virgule, P plus K, et vous vous rendez compte que cet intervalle est donc centré sur P, donc la proportion. On verra également l'amplitude d'un intervalle, dans quelle mesure on va utiliser notre calculatrice ici,
dans le cas de l'inverse de la normale, c'est-à-dire on ne cherche pas la probabilité, mais on a la probabilité et on veut obtenir l'intervalle, la quantité considérée dans l'intervalle. Et là, on passe par inv norm, si c'est la Casio, ou frac normal, si nous avons la Texas Instrument. Concernant la prise de décision sur un échantillon. Alors, c'est là l'important, c'est là l'élément clé. Prendre des décisions sur un échantillon. C'est-à-dire, dire finalement, est-ce qu'on doit affirmer, on doit soutenir cette affirmation, ou est-ce qu'on doit rejeter cela, et dans quelle mesure? Donc, on rejette l'affirmation à 95%. Nous allons voir pourquoi. Et ici, donc, on voit que quand la fréquence ici n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on rejette ici à 95%. Et en bilan d'activité, il faudra dépasser cette formulation simple de l'intervalle de fluctuation pour quelque chose de global, une formulation beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Et cela, nous verrons que on peut exprimer l'intervalle de confiance à 95%, mais aussi à 90%, à 99%, selon le pourcentage qui nous intéresse et selon l'étude qui nous intéresse ici. Donc voilà. Et on verra également que dans ces dépassements, on aura besoin du théorème de Moivre-Laplace. Hein. Vous allez voir, c'est quoi le théorème de Moivre-Laplace une fois de plus. On en avait déjà parlé, donc c'est un théorème fondamental en probabilité puisqu'il permet, lorsque le nombre de preuves augmente, d'approcher une loi binomiale par une des principales lois de probabilité, c'est-à-dire la loi normale. Et si elle est centrée réduite, c'est parfait. Donc ce théorème de Moivre-Laplace a été démontré par Abraham de Moivre en 1733, puis généralisé par Pierre-Simon de Laplace en 1812. Donc ça nous intéresse vachement ici et on verra ici ensemble son application. Donc sans plus tarder, je sais que vous êtes impatients de travailler et de découvrir en fait cette belle notion et je vous donne la matière. Activité ici donc sur l'échantillonnage. Donc un fabricant d'un médicament breveté affirme qu'il est efficace à 90% pour guérir une allergie en 8 heures. Premièrement, déterminer un intervalle de fluctuation au niveau de confiance 95% ou 0,95 de la fréquence de personnes guéries en 8 heures dans un échantillon de taille 300. On arrondira les bornes de l'intervalle au centième près, donc 0,01. Deuxième question, quelle doit être la taille de l'échantillon choisi afin que l'amplitude de l'intervalle de fluctuation au seuil de confiance de 90% soit inférieure à 0,01. Troisième question, sur un échantillon de 200 personnes, 170 personnes ont été guéries de cette allergie en 8 heures. Ce résultat remet-il ou non en cause l'affirmation du fabricant au seuil de 95%? Voilà, n'hésitez pas à utiliser la touche pause pour poursuivre ou pour préciser tel ou tel point. Vous pouvez revenir aussi, vous avez les curseurs en main. Donc, avant même de proposer quoi que ce soit, on va revenir déjà sur cette propriété et définir l'intervalle de confiance. Donc, un intervalle de confiance, plutôt l'intervalle de fluctuation. Donc, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de confiance de 95% de la fréquence Fn d'un caractère dans un échantillon de taille n est défini comme suit. Donc, si les hypothèses sont respectées, l'intervalle de fluctuation, c'est la proportion moins 1,96 racine de p, facteur de 1 moins p sur n, point virgule, p plus 1,96 racine de p, facteur de 1 moins p sur n. Voilà, avec p, la proportion de ces caractères dans la population. Voilà, donc, dans un premier temps, la fluctuation, ici, l'intervalle de fluctuation au niveau de confiance 95% ou 0,95 se définit comme suit.
Donc, prenez le temps de vous imprégner de cette définition. Utilisez la touche pause si ça vous intéresse. Donc, le fabricant d'un médicament, ici, breveté, affirme qu'il est efficace à 90% pour guérir une allergie en 8 heures. Déterminer un intervalle de fluctuation au niveau de confiance des 0,95 de la fréquence des personnes guéries en 8 heures dans un échantillon de taille 300. Donc, pour revenir déjà à notre énoncé, donc ici, dans un premier temps, on avait défini donc notre intervalle de fluctuation, on l'a défini, et ensuite on a répondu à notre première question, donc déterminer un intervalle de fluctuation au niveau de confiance de 95% de la fréquence des personnes guéries en 8 heures. Donc nous l'avions fait, on a dit qu'on va utiliser cette propriété-là, et ensuite dans la propriété, il ne nous manque plus qu'à remplacer en fait les quantités. Voilà. Donc pour répondre à la première question, donc on peut y répondre même ensemble hein, si cela vous intéresse. Donc prenons en fait le temps d'y répondre. Donc pour notre première question ici, donc là, donc, un fabricant ici donc pour guérir, donc déterminer en fait cet intervalle là. Donc pour déterminer cet intervalle, donc nous essayons d'utiliser l'intervalle de confiance à 95%. Et donc, pour cela, nous exprimons les quantités, donc en proposition de résolution. La proportion ici étant de 90%, le fabricant d'un médicament breveté affirme qu'il est efficace à 90%. Donc, la proportion est de 90%. Autrement dit, 90 sur 100. Autrement dit, 0,9. Ensuite, on nous dit que des personnes guéries en 8 heures dans un échantillon de taille 300. Donc, N ici, notre effectif total considéré, c'est de 300. Vérifions maintenant les hypothèses. Donc, 300, c'est bien supérieur ou égal à 30. 300 fois 0,9, utilisez votre calculatrice, vous verrez que c'est supérieur ou égal à 5. 300 multiplié par 1 moins P, donc 1 moins 0,9, donc ça va faire que c'est 300 multiplié par 0,1. Et là, on a 30 qui est supérieur ou égal à 5 également. Donc, on utilise l'expression de l'intervalle de fluctuation ici. Et on va ensuite remplacer les quantités. Donc, pour remplacer les quantités, on va aller pas à pas et on va faire un peu attention à nos calculs. Donc là, on trouve, donc vous pouvez saisir cette quantité directement sur votre calculatrice ou vous pouvez gérer vos calculs pas à pas. C'est-à-dire 1 moins 0,9, ça fait 0,1. 0,9 fois 0,1, ça fait 0,09. Divisé par 300, vous avez la quantité, vous calculez sa racine et vous la multipliez par 1,96. Et ensuite, vous avez donc cette quantité, vous pouvez la multiplier par moins 1 et lui ajouter 0,9. Vous avez le résultat. Et de même, vous pouvez agir là. Donc c'est à vous d'utiliser une stratégie de calcul modeste et claire pour arriver très vite au résultat. En gros, l'efficient ici est à viser. Alors finalement, on a pu trouver cet intervalle de fluctuation. Donc l'ayant trouvé, on peut passer maintenant à la question 2. Je vous laisse découvrir cette question 2. Quelle doit être la taille de l'échantillon afin que l'amplitude de l'intervalle de fluctuation au seuil de confiance de 90%, donc 0,09, soit inférieure à 0,01. Pour cela, il est peut-être important de revenir un peu sur cette propriété. Donc, intervalle de fluctuation au niveau, en fait, 0,90, donc à 90%. Donc, tout à l'heure, nous avions cet intervalle-là. On a dit que c'est à 95%.
C'est ça qui nous a donné ce coefficient. Alors, à 90%, voici comment on va noter cet intervalle. Intervalle de fluctuation à 90%, c'est la proportion moins, c'est ce coefficient-là qui change. Le 1,96 que vous avez au préalable, ça là, à 95%, ce coefficient-là vaut 1,96. Ici, ça ne sera plus le cas. Alors, quand on cherche l'intervalle à 95%, ici, on a eu de 0,05. Quand on cherche l'intervalle de fluctuation à 90%, ici, on a eu de 0,1. Voilà, donc on va voir que ça c'est alpha, ça c'est 1 moins alpha. On verra ça ici. Donc, et le terme employé ici, c'est l'amplitude. Donc, quelle doit être la taille de l'échantillon choisi afin que l'amplitude. Alors, l'amplitude est déjà à définir ici. Qu'est-ce qu'on appelle amplitude? C'est quoi l'amplitude d'un intervalle? Si on a cet intervalle I avec ces deux bornes, borne inférieure, borne supérieure, telles que présentées là, donc I égale A point virgule B, son amplitude, voilà, son amplitude ici c'est B moins A. Si vous faites A moins B, vous pouvez en valeur absolue, mais c'est B moins A. Voilà, donc c'est B moins A, l'amplitude de notre intervalle. Donc, si cet intervalle, c'est A point virgule B, son amplitude, c'est B moins 1. Alors, ayant cela, on va se mettre ici donc à 90%, l'intervalle de fluctuation à 90%. On a déjà décrit pourquoi on va noter ça de cette façon-là. Donc, 90, donc c'est 0,9. 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Donc, U de 0,1, U de 0,1. Ensuite, après avoir noté ça, on a appris comment on calcule l'amplitude de notre intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Et bien à ce niveau-là, nous allons définir ensemble, ici, nos quantités. C'est-à-dire que I égale à A point virgule B. Donc A, c'est toute cette partie-là, et B, c'est toute cette partie-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et à quoi cela correspond? Donc, A, c'est donc P moins 0, P moins U de 0,1 racine de P, 1 moins P sur N. Et B est présenté aussi de cette façon-là. Donc maintenant, l'ayant, on peut calculer notre amplitude qui est de B moins A. Voilà. Donc, de B moins A. Voilà. Donc, ça fera cette quantité-là, moins cette quantité-là. Qu'est-ce qui se passe? Les P partent et on a 2 U de 0,1 racine de P facteur de 1 moins P sur N. Voilà notre amplitude. Donc maintenant qu'on a calculé l'amplitude, on a donc cerné, d'autant plus la question, on peut aller sur la méthode, en fait laquelle, donc on va déterminer les réels U 0,1 tel que quoi? Tel que la probabilité que la variable aléatoire réelle définie entre moins U de 0,1 et U de 0,1 soit égal à 0,90. Si c'était à 95%, on chercherait moins alpha, x compris entre moins alpha, alpha égale à 0,95. Si c'est 99%, on choisirait probabilité de x compris entre moins bêta et bêta ici pour que ça soit égal à 0,99. Voilà, c'est ça l'idée en fait fondamentale ici. Avec cette variable-là, suivant donc la loi normale centrée réduite. C'est dans cette perspective qu'on va ici utiliser en fait les propriétés de la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que cette probabilité-là s'exprime de cette façon. C'est-à-dire avec
les lois continues et la fonction de densité égale à f de t, on peut définir de cette façon-là cette probabilité. Donc c'est l'intégrale entre moins u et u de f de t dt. Or, selon les préalables, on a vu que cette probabilité-là vaut 2 fois la probabilité que x soit inférieur ou égal à u, moins 1. Ah, la démonstration peut échapper à certains. On va prendre le temps de rappeler. Voilà en fait l'idée. Hein. Donc quand j'ai cette probabilité, donc ça c'est la loi normale centrée réduite. Ici, en fait, si je prends par exemple là la probabilité de x inférieur ou égal à a, donc c'est de moins l'infini à a. On le sait. Si je prends a ici, moins a là par exemple, je vais avoir des propriétés qui vont venir suppléer à cela. C'est-à-dire que la probabilité que x soit compris entre moins a et a, ça sera défini comment? Donc entre moins a et a, c'est la probabilité de moins l'infini à a, moins de moins l'infini à moins a. Donc de moins a à a, ce sera la probabilité de moins l'infini à a, moins la probabilité de moins l'infini à moins a. Il va nous rester plus que ça. Donc, si on a pu exprimer ça comme suit, on peut ainsi affirmer, c'est-à-dire que le moins l'infini, on note pas ça normalement. Donc, on peut affirmer que cette probabilité-là, moins cette probabilité-là. Et qui sera égale à quoi? Donc, cette probabilité-là, c'est-à-dire que ça soit, quand on prendra de moins a, de moins l'infini à moins a, ça revient à quoi? Donc, de moins l'infini à moins a, on est là. C'est la même chose que de a à plus l'infini. C'est-à-dire, de 1 moins, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Inférieur ou égal à a, c'est quoi? Donc, inférieur ou égal à a, c'est ça. Donc, de ça. Donc, si on veut cet intervalle-là, de moins l'infini à moins a, c'est la même chose que de a à plus l'infini. Et pour l'obtenir, il suffit de faire quoi? Il de faire 1 moins tout ça. 1 moins de moins l'infini à a. Et on obtient la probabilité de... C'est la même chose que la probabilité de a à plus l'infini, c'est la même chose que la probabilité de moins l'infini à moins a. Donc ça, c'est identique à ça. Cette quantité-là, c'est identique à cette quantité-là. Donc maintenant, l'ayant, là, on va simplement appliquer la distributivité ici en termes de signes et on aboutit à ces résultats-là. Et heureusement, c'est ce que nous avions affirmé précédemment. Donc, c'est ce qu'on a affirmé à ce niveau-là. Hein. Donc, on était là sur la méthodologie. Donc, l'ayant, donc on a l'amplitude, on a exprimé la probabilité, on a appliqué les propriétés de la loi normale qu'on a su démontrer. Dieu merci. Donc, on peut ici, à ce niveau-là, utiliser notre propriété et aller jusqu'au bout de nos calculs. Donc, cette probabilité qu'on cherche, puisqu'on veut que ça soit fiable à 90%, ça s'exprime de cette façon-là. Alors, cette quantité, on vient aussi de démontrer que ça vaut ça. Voilà, on va donc égaliser les deux expressions et dire que cette quantité égale à cette quantité. Donc, l'ayant, on va simplement poursuivre nos calculs et on trouve que c'est la probabilité que x soit inférieur, inférieur à u de 0,1 est égale à 0,95. 0,95. Donc, 95 sur 100 ou 95 sur 100 si vous préférez. Et c'est là que la calculatrice va intervenir. Donc, si on a la Casio, on va utiliser inv norm CD de 0,95. Si on a la Texas, on va utiliser frac normal de 0,95. Et ainsi, on peut trouver U ici, donc le résultat de U ici qui est 1,645. Donc le U correspondant ici, ça sera 1,645. Donc on revient à l'amplitude. Donc cette quantité-là, désormais, on va l'écrire. Vous voyez, tout à l'heure, avec l'intervalle à 95%, c'était 1,96. Avec à 90%, c'est 1,645. Voilà, donc on va conjuguer cela. Et dans le cas de cet exercice,
on cherchait l'intervalle de fluctuation au seuil de confiance de 0,90, donc soit inférieur à 0,1. Donc on reprend donc notre amplitude et on va ici donc la majorer à 0,01. Donc l'ayant fait, on va maintenant aller sur l'aspect calculatoire. Donc concernant l'aspect plutôt calculatoire ici, on a donc les deux quantités majorées ici. On va résoudre cet exercice, plutôt cette équation, donc ou cette inéquation puisqu'il s'agit d'une inégalité. Léant, donc on a tout ça, ce sont des quantités réelles. On peut les emmener quantités réelles. Donc ensuite, après ça, on peut faire passer n étant positif, donc racine de n de l'autre côté, et arriver au résultat où vous appliquez la quantité ici, donc la composition par la fonction inverse, qui va changer ici donc le rapport d'inégalité, et vous arriverez à la même conclusion, c'est-à-dire que n, racine de n soit inférieure à cette quantité-là, et vous élèverez donc au carré, et avec les propriétés de bijection ici sur R plus étoile, vous trouverez que n doit être strictement inférieur à 9741,69. Ainsi, donc la taille de l'échantillon doit être au moins égale à cette quantité-là. Excusez-moi. Donc vous trouverez que racine de n, voilà, là, n'oubliez pas que on change en fait de rapport à ce niveau-là. Oui, donc on a dit que en inversant le rapport ici, qu'est-ce qui va nous arriver? On va ici donc changer l'inégalité, le sens de l'inégalité. Voilà, pour obtenir ici cette quantité-là, et donc que n doit être supérieur à cette quantité, donc à 9741,69. Ainsi, la taille de l'échantillon doit être au moins égale à 9742. Je vous laisse le temps d'observer les calculs. Hein. Vous pourrez faire quelques commentaires. N'hésitez pas à réagir. Hein. Je ne sais pas si ça vous convient pour l'instant. S'il y a quoi que ce soit comme problème, n'hésitez pas. Vous pouvez le dire. Si toutes les conditions sont réunies, on peut aller vers la troisième question, ou notre troisième questionnement. Sur un échantillon de 200 personnes, 170 personnes ont été guéries de cette allergie en 8 heures. Ce résultat remet-il en cause l'affirmation de ce fabricant au seuil de confiance de 95%? Devant vos yeux ébahis, on va utiliser encore l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% qu'on a trouvé dès la première question, c'est-à-dire IF égale à 0,96, point virgule 0,94, donc 0,94, si ça vous intéresse. Donc, Léon, ici, on va prendre une décision, c'est-à-dire est-ce que on renforce, est-ce qu'on va affirmer, est-ce qu'on va confirmer, ou est-ce qu'on va rejeter ici au seuil de confiance de 95%. Alors, on va utiliser l'intervalle de fluctuation qu'on a trouvé. On va calculer la fréquence. Donc, on a dit que 170 personnes ont été guéries de cette allergie en 8 heures. Ces résultats remettent-ils en cause l'affirmation de ce fabricant au seuil de confiance de 95%? 170 personnes sur combien? Ici, sur un échantillon de 200 personnes. Eh bien, on va calculer la fréquence, c'est-à-dire 170 sur 200, et on trouve ici que ça vaut 0,95. Or, 0,85. Or, 0,85 n'appartient pas à l'intervalle 0,86, 0,94. Et puisque ça n'appartient pas à cet intervalle, on rejette cette affirmation au seuil de confiance de 95%. Voilà, concernant la prise des décisions ici, on va naturellement vers un bilan d'activité de fin de séance. Alors, pour cela, il faut préciser et revenir un petit peu sur ce que nous avions déjà dit un petit peu précédemment.
Donc, on peut choisir d'autres coefficients alpha. Ici, quand on dit que, en général, la fluctuation asymptotique s'exprime de cette façon-là. Hein, donc, ici, U alpha. Donc là, 1 moins alpha. Donc, à 95%, j'aurai 0,5. À 90%, j'aurai 0,1. À 99%, j'aurai ici 0,01. Voilà. Donc, il y a là alpha, qui est donc le pourcentage de confiance que je veux dans la nomination de mon intervalle, et le seuil qui est de 1 moins alpha, ici sera calculé. Donc, ça permet de connaître la fréquence, ici, la fréquence d'un caractère dans un échantillon de taille donnée. Ici, donc cet intervalle-là permet à cela. Et sur la sémantique, on dit seuil de confiance ou niveau de confiance ou coefficient de confiance. U alpha est défini par rapport à l'inégalité suivante. Donc, que la variable soit comprise entre moins U alpha et U alpha, c'est 1 moins alpha, où X suit la loi normale centrée réduite. La propriété de la variable aléatoire de fréquence Fn, donc si Xn, une variable aléatoire suivant la loi binomiale BNP, alors la variable aléatoire Fn définie Fn égale à Xn sur n, représente la fréquence de succès pour un schéma de Bernoulli BNP. Eh bien, si Xn est une variable aléatoire suivant donc la loi binomiale BNP, avec n le nombre de répétitions et p la probabilité du succès ici, alors alpha étant compris dans l'intervalle 0,1, la limite de la probabilité de x sur n appartenant à l'intervalle de fluctuation ici sera 1 moins alpha. Et cette propriété peut être démontrée. Pourquoi? Parce que admettons que x sur n appartienne à cet intervalle de fluctuation. Notez ici I un indice Fn. Et on exprime l'intervalle de fluctuation P moins U de alpha racine de P, facteur de 1 moins P sur n, et Xn compris entre cette quantité-là et P plus U de alpha racine de P, facteur de 1 moins P sur n. Donc les 1, on va agir un petit peu sur les racines, ici, donc au numérateur et au dénominateur. On sait que racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. Donc, ainsi, on peut améliorer notre écriture. Et de là, on va noter 1 moins P, ça vaut Q. Donc, finalement, 1 moins P devient Q. Donc, on peut noter ici, plus simplement, P moins U de alpha. Donc, X sur N sera compris entre P moins U de alpha multiplié par racine de PQ sur racine de N. Et P plus U de alpha racine de PQ sur racine de N. Donc, Léon, on va conclure en fait cette démonstration grâce au théorème de Moivre-Laplace qu'on a déjà évoqué précédemment. Ce théorème ici donc de Moivre-Laplace va simplement ici donc vous permettre que lorsque le nombre de preuves augmente, on va approcher la loi binomiale par la loi normale. Voilà. Donc, on applique ici cela, et pour faire cela, on va faire un changement de variable, c'est-à-dire que poser que Zn égale à Xn moins mu sur sigma. Mu, donc, l'espérance, et sigma ici, donc, l'écart type. Donc, on sait tous que pour la loi normale générale, généralisée, ici, on aura quelques propriétés. Alors, dans cette approche, mu ici, c'est Np, et l'écart type, on sait très bien concernant la loi binomiale, son espérance, donc qui représente mu ici, c'est Np, et sa variance c'est Npq, donc son écart type c'est la racine carrée de la variance, ça vaudra donc racine de Npq. Donc Léon, donc on peut exprimer notre probabilité Pn, parce que ça va dépendre de n. Probabilité Pn de x sur n appartenant à In, donc à notre intervalle ici, ça sera égal à la probabilité de Zn, la variable trouvée ici par changement de variable en posant x moins mu sur sigma,
sera compris entre moins alpha et alpha. Donc c'est par passage à la limite, hein, ici grâce à ce théorème de Moivre-Laplace, qu'on pourra ici dire que cette probabilité-là est comprise ici entre, et sera égale ici donc à l'intégrale de moins u alpha, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx, ce qu'on trouvera in fine 1 moins alpha. Voilà, j'espère que ça a été plaisant pour vous, que vous avez pu apprendre quand même un certain nombre de choses. C'est toujours un grand plaisir hein, d'avoir des moments agréables, des moments mathématiques comme ce que nous avions eu aujourd'hui et dans d'autres séances concernant les probabilités et les statistiques. Hein. Oui, c'est la algèbre. Et en analyse, géométrie dans l'espace également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.